La veille de la signature du registre, mon fiancé m'a forcé à épouser son frère idiot. J'ai souri et pris la main de son frère. D'accord, je l'épouse. 1 an plus tard, mon ex suppliait à genoux devant ma porte, fou de regret. La veille de la signature de l'acte de mariage, Alexandre de la Roche a poussé son jeune frère devant moi. Il voulait que cet homme, que toute la famille de la Roche qualifiait d'idiot depuis plus d'1 décennie, se marie à sa place. À ce moment-là, les patriarches des 2 familles étaient assis dans le salon VIP d'un hôtel de luxe parisien. Le champagne de célébration était déjà ouvert. Les cadeaux emballés de rouge s'empilaient dans un coin et le grand écran du salon diffusait en boucle nos photos de fiançailles. Sur les images, l'homme qui m'entourait la taille souriait avec une élégance et une tendresse impeccables, comme s'il voulait que le monde entier sache à quel point il était excité par le mariage du lendemain. Mais dans la vie réelle, Alexandre de la Roche se tenait à 3 mètres de moi, protégeant de son corps une femme au visage pâle. Cette femme s'appelait Sophie. C'était sa secrétaire particulière et aussi la maîtresse qu'il avait gardée secrète pendant 2 ans. Sa main reposait doucement sur son ventre. Le geste n'était pas exagéré, mais il suffisait pour que toutes les personnes présentes comprennent la situation. La mère d'Alexandre fut la première à réagir. Carmen Valois se leva d'un bond. Le frottement de sa chaise contre le sol en marbre produisit un grincement assourdissant. Cependant, elle ne réprimanda pas son fils. Au lieu de cela, elle baissa la voix et ordonna à Alexandre de faire sortir Sophie immédiatement pour ne pas offrir un spectacle honteux qui ruinerait la réputation des 2 familles. Alexandre ne bougea pas, même devant mon père. Il serra Sophie un peu plus fort contre sa poitrine. Elle est enceinte. La voix d'Alexandre n'était pas forte. Mais elle réussit à plonger le salon animé dans un silence de mort. Mon père, Robert Dubois, porta une main à sa poitrine. Son visage pâlit en quelques secondes. Le groupe Dubois et la corporation de la Roche collaboraient depuis 10 ans. Ce mariage unissait non seulement le prestige des 2 dynasties, mais de lui dépendait un prêt syndiqué de centaines de millions d'euros que le groupe Dubois venait d'obtenir. Alexandre savait parfaitement que mon père avait subi une opération à cœur ouvert 6 mois plus tôt. Il savait aussi que le mariage de demain n'admettait pas la moindre marge d'erreur. Et il avait choisi exactement ce moment pour révéler la vérité. Ce n'était ni par culpabilité ni par remords, mais parce qu'il était absolument certain que nous n'oserions pas rompre l'alliance. Je regardais Alexandre et me souvins soudain qu'il y a à peine 3 heures, il m'avait envoyé un message. Il disait qu'une réunion urgente du conseil d'administration était apparue, que je devais me reposer tôt et que demain, il m'offrirait le mariage le plus spectaculaire de toute la France. À ce moment-là, je révisais mes vœux de mariage. L'une des phrases le remerciait d'avoir toujours été à mes côtés après la mort de ma mère. Je réalisais maintenant que cette compagnie que je chérissais n'était rien de plus qu'une performance calculée après avoir pesé ses intérêts. Voyant que je ne disais rien, Alexandre fronça les sourcils. Il était probablement préparé à supporter mes pleurs et mes réclamations. Il avait même amené son avocat. Une chemise en cuir noir reposait à côté de lui. À l'intérieur se trouvait un avenant contractuel pour un changement de fiancé de dernière minute. Alexandre dit qu'il ne pouvait pas permettre que son fils naisse bâtard, mais comme le projet commun des de la Roche et des Dubois était dans une phase critique, le mariage ne pouvait être annulé. Il avait donc trouvé la solution parfaite, que j'épouse son frère. Gabriel de la Roche. Ce fut seulement à cet instant que je tournai mon regard vers l'homme qui se tenait dans un coin. Gabriel avait 27 ans, 2 de moins qu'Alexandre. Il était très grand. Il portait un pull gris foncé, si délavé qu'il en avait perdu sa couleur, et un pantalon de costume noir qui lui était un peu court, laissant apparaître des chevilles minces. La famille de la Roche lui avait ordonné d'assister au dîner de fiançailles, mais il n'avait même pas daigné lui préparer un costume convenable. Il avait les cheveux un peu longs, lui cachant partiellement les yeux. Depuis qu'il était entré, il n'avait pas prononcé un seul mot. Quand Alexandre prononça son nom, les épaules de Gabriel se tendirent visiblement. Il fit un demi-pas en arrière par instinct, mais les gardes du corps des de la Roche lui bloquèrent le passage. Le visage de Carmen Valois changea complètement. Elle se dirigea rapidement vers son fils aîné pour tenter de le faire taire. Alexandre.
Gabriel a des problèmes mentaux depuis l'enfance. Il ne peut même pas tenir une conversation normale. Prétends-tu que Sylvie l'épouse? C'est de la folie. Mais Alexandre se montra inhabituellement calme. Il regarda les visages pâles et indignés de ma famille, puis me regarda. Son ton dégageait même une sorte de tolérance condescendante. Gabriel n'est pas normal, mais il porte le nom de la Roche. Si Sylvie l'épouse, l'alliance entre les deux familles tient toujours et le projet continuera. Il fit une pause et planta ses yeux dans mon visage comme s'il voulait se délecter de mon désespoir. Je te garantis que ton style de vie ne changera pas. À part le fait que ton mari sera un autre, tous tes privilèges resteront intacts. Personne ne parla dans la pièce. Mon oncle, Fernand Dubois, gardait la tête baissée, tapotant des doigts sur la table. Il était le vice-président du groupe Dubois et celui qui savait le mieux ce qu'impliquait l'annulation du mariage. Les banques auraient le droit de réévaluer notre notation de crédit et les actionnaires indécis en profiteraient pour nous attaquer. Pire encore, dans le nouveau méga-projet immobilier que le groupe Dubois venait de remporter au sud de Paris, la corporation de la Roche était le principal garant. Si nous rompions les relations à ce moment-là, le groupe Dubois ne survivrait pas 3 mois. C'est précisément pour cette raison qu'Alexandre avait osé se présenter avec sa maîtresse enceinte. Il croyait que je n'avais que 2 options, avaler la trahison, rester Madame de la Roche et servir de bouclier social pour son fils illégitime, ou épouser l'idiot dont se moquait toute la haute société parisienne, devenant la risée de l'élite. Peu importe ce que je choisirais, il ne perdrait pas les bénéfices de sa relation avec ma famille. Mon père se leva avec beaucoup de difficultés. Il ne regarda pas Alexandre, mais fit 2 pas vers moi. Sylvie, le mariage est annulé. La voix de mon père tremblait de fureur. Même si le groupe Dubois fait faillite, je n'utiliserai jamais ton mariage pour gagner du temps. En entendant ces mots, le froid qui oppressait ma poitrine se dissipa un peu. Mon père ne savait pas que, ces 6 derniers mois, j'avais découvert une anomalie interne au sein du groupe Dubois. Mon oncle Fernand avait contourné le conseil d'administration pour signer plusieurs accords de garantie au nom de l'entreprise, et les fonds finissaient dans des sociétés écrans qui avaient des liens suspects avec les de la Roche. Ce n'était pas une trahison impulsive. Alexandre préparait le terrain depuis longtemps pour absorber notre entreprise. Rompre les fiançailles ce soir n'était pas seulement pour donner une place à Sophie. Je baissai les yeux vers la chemise noire sur la table. Un coin de papier blanc en dépassait, avec une inscription en petits caractères, accord de gestion patrimoniale post-matrimoniale et autorisation de tutelle spéciale. Pourquoi un adulte jouissant de toutes ses capacités juridiques aurait-il besoin d'une autorisation de tutelle en se mariant? À moins que quelqu'un ne veuille utiliser ce mariage pour faire de moi l'épouse nominale de Gabriel et me tromper pour me faire signer un document confirmant légalement qu'il n'avait pas la capacité de gérer son propre patrimoine. Je détournai discrètement le regard et me dirigeai vers Gabriel. En m'approchant, je remarquai que son regard n'était pas aussi vide que le disaient les rumeurs. Ses yeux étaient très sombres et très silencieux. On y lisait de la tension, une attitude défensive et une sorte de léthargie qui n'apparaît qu'après des années d'oppression continue. Il n'osa pas lever la tête, mais serra les poings quand je m'approchai. Dans l'arc entre le pouce et l'index de sa main droite, je vis une vieille cicatrice de brûlure. Je connaissais cette cicatrice. Il y a 8 ans. Il y avait eu un terrible incendie dans le domaine familial des Dubois en Touraine. Un jeune homme avait couru à travers la fumée et m'avait porté dans ses bras alors que j'étais inconsciente. En me réveillant, la seule chose dont je me souvenais était d'avoir vu une main blessée. Plus tard, Alexandre m'avait dit que c'était lui qui m'avait sauvée. Cependant, les mains d'Alexandre n'avaient jamais eu de cicatrice. Quand je lui ai posé la question une fois, il a souri et a dit que la médecine esthétique avancée avait effacé toute marque. Je l'ai cru pendant 8 ans. À cet instant, Gabriel sembla remarquer que je regardais sa main et la cacha rapidement dans son dos. Ce simple geste effaça la dernière parcelle de doute dans mon cœur. J'étendis la main et saisis doucement son poignet. Gabriel leva brusquement la tête, comme s'il s'était brûlé. Les regards de tous dans le salon se fixèrent sur nous. L'expression d'Alexandre changea enfin. Il pensait probablement que j'allais m'effondrer, que j'allais pleurer,
que j'allais le supplier de revenir, mais je me suis contentée de prendre la main de son frère, de me retourner et de le regarder avec un calme total. D'accord, souris-je légèrement. Puisque tu ne peux pas vivre sans ta secrétaire, je vais exaucer ton vœu. Je fis un demi-pas de plus vers Gabriel et dis avec une clarté absolue, demain, j'épouserai Gabriel de la Roche. Mon père était stupéfait. La famille de la Roche aussi. Le sang-froid sur le visage d'Alexandre se fissura une seconde. Il fixa mes mains entrelacées avec celles de Gabriel, comme si on venait de lui arracher quelque chose qui lui appartenait entièrement. Mais il retrouva vite son masque. À ses yeux, je n'étais qu'une femme acculée, élevée dans une bulle protectrice, qui, face à la trahison soudaine de son fiancé, prenait une décision irrationnelle mue par la panique. Il eut même l'audace de m'assurer qu'après que Sophie aurait accouché, il me trouverait la meilleure résidence et ne permettrait pas que Gabriel perturbe ma vie. Je ne lui répondis pas, car la main que je tenais tremblait légèrement. Je me tournai vers Gabriel. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. J'adoucissais ma voix et lui demandai directement, ignorant les autres, « Tout le monde prend des décisions pour toi. Maintenant, je te le demande à toi seul. » Je fis une pause pour m'assurer qu'il me regardait dans les yeux. « Gabriel, veux-tu m'épouser ?» Carmen Valois tenta de s'avancer pour répondre à la place de son beau-fils. Je levai la main pour l'arrêter. Je veux entendre ce qu'il a à dire. La respiration de Gabriel s'accéléra. Il semblait que cela faisait très longtemps que personne ne lui avait demandé son avis sérieusement. Les de la Roche s'étaient habitués à le traiter comme un meuble sans volonté, utilisant le mot « idiot » pour justifier son silence. Les secondes passèrent. Finalement, Gabriel leva la main et montra le stylo et le papier sur la table. Je les lui tendis. Sa façon de tenir le stylo était rigide, mais son trait était ferme. Un instant plus tard, il écrivit sur le papier un seul mot, « oui ». L'écriture n'était pas élégante et le dernier trait tremblait un peu, mais en regardant ce papier, je ressentis plus de paix qu'avec n'importe laquelle des promesses qu'Alexandre m'avait faites en 5 ans. Au moins, ce « oui » était vrai. Le lendemain matin, Alexandre ne se présenta pas à la mairie de Paris. Il était dans une clinique privée, accompagnant Sophie pour une échographie. Lorsque la nouvelle a fuité, des dizaines de journalistes et de paparazzi ont encerclé le bâtiment. Pour éviter un effondrement de leurs actions, la corporation de la Roche a décidé de maintenir l'annonce du mariage, en omettant le petit détail qu'ils avaient changé de fiancé. Ce n'est que lorsque je suis sortie de la voiture au bras de Gabriel que la foule est devenue folle. Les flashs des appareils photo nous frappaient presque au visage. Quelqu'un a reconnu Gabriel et m'a demandé à grands cris si je m'étais trompée d'homme. Un autre journaliste a utilisé directement ce terme humiliant, me demandant pourquoi j'allais épouser le « jeune maître déficient » des de la Roche. Le corps de Gabriel se tendit immédiatement. Son instinct fut de se cacher derrière moi, mais comme s'il craignait de me faire honte, il se força à rester figé sur place. J'ignorais les questions. Je me tournai seulement vers lui pour ajuster le col de sa chemise. Cette chemise blanche sur mesure, je l'avais fait faire en urgence par mon assistante la veille. Elle lui allait parfaitement. Gabriel baissa les yeux vers mes mains avec une lueur de confusion dans les yeux. Peut-être que, de toute sa mémoire, personne ne s'était jamais tenu à ses côtés en public avec autant de naturel et de calme. Pendant la cérémonie, l'officier d'état civil insista pour confirmer si Gabriel comprenait vraiment les implications du mariage. L'avocat des de la Roche s'empressa d'intervenir, affirmant que bien qu'il ait un handicap intellectuel, il pouvait accomplir des actes juridiques simples sous la tutelle de sa famille. J'interrompis l'avocat sèchement. Il n'a besoin de personne pour répondre à sa place. Je posai sur la table un rapport d'évaluation préliminaire que j'avais obtenu au milieu de la nuit grâce à un psychiatre privé de confiance. Gabriel de la Roche possède une capacité de compréhension et de jugement absolument normale. Ce dont il souffre, c'est d'un grave blocage communicationnel post-traumatique. Si la famille de la Roche a des objections, nous pouvons demander une expertise judiciaire officielle dès maintenant. Le visage de l'avocat pâlit. Il était évident qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ai enquêté et obtenu des preuves en une seule nuit. Gabriel tourna le visage et me fixa. Ses yeux étaient rougis,
mais il ne versa aucune larme. L'officier expliqua à nouveau à Gabriel les droits et devoirs du mariage. Gabriel écouta avec une profonde attention, à l'aide de papier et d'un crayon, répondit à chaque question point par point. Sa logique était impeccable, sa compréhension précise. Le prétendu handicap intellectuel paraissait à ce moment complètement ridicule. À 10h40 du matin, on nous remit le livret de famille. Sur la photo, j'avais un léger sourire et Gabriel était assis le dos droit, encore tendu, mais sans cette léthargie de la veille. En sortant, les journalistes se sont de nouveau jetés sur nous. Quelqu'un m'a crié si j'avais accepté l'arrangement des de la Roche parce que le groupe Dubois était au bord de la faillite. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Gabriel fit un pas en avant. Il ne parlait toujours pas, mais il utilisa son propre corps pour créer un bouclier entre les caméras et moi, repoussant la foule chaotique. Le soleil du matin illuminait ses larges épaules. À cet instant, je me suis de nouveau souvenu de l'incendie de Touraine. Peut-être qu'il y a 8 ans, il avait bloqué les poutres en flammes de la même manière pour me sortir de cet enfer. Et l'imposteur qui avait volé son mérite l'avait, 8 ans plus tard, poussé en avant pour qu'il endure toutes les moqueries à sa place. Après le mariage, la famille de la Roche ne nous prépara aucune résidence. Carmen Valois s'excusa en disant que les endroits bondés ne convenaient pas à Gabriel et nous confina dans le pavillon ouest, l'aile la plus éloignée et la plus ancienne du domaine des de la Roche en périphérie de Paris. Il était abandonné depuis des années. Le lierre dévorait les murs et les meubles étaient couverts d'une épaisse couche de poussière. Mon assistante, Lucie, debout dans le salon principal, me dit à voix basse qu'il y avait plus de 10 chambres libres dans le manoir principal des de la Roche et que même les quartiers des domestiques étaient en meilleur état. Je lui demandai de faire venir une équipe de nettoyage, que les de la Roche nous isolent ici correspondait parfaitement à mes plans. Le pavillon ouest était loin de la maison centrale, entouré d'une épaisse forêt de chênes et il n'y avait que 2 gardes de sécurité paresseux aux alentours. En changeant simplement les caméras de surveillance, nous pourrions faire ce que nous voulions sans être découverts. Gabriel se tenait à la porte. Son unique bagage était une vieille valise délabrée. À l'intérieur, à peine quelques chemises usées, plusieurs flacons de pilules et plus d'une douzaine de livres d'ingénierie et de design usés par l'usage. Au fond de la valise, écrasé, se trouvait un carnet de dessin noir. Quand j'ai essayé de prendre le carnet, il a réagi à la vitesse de l'éclair, pressant sa main sur la couverture. Son réflexe fut rapide, mais il contrôla sa force au millimètre près pour ne pas me blesser. Je lâchai le carnet et lui dis que s'il y avait des choses qu'il ne voulait pas montrer, il pouvait les garder lui-même. Gabriel hésita une seconde, puis serra le carnet contre sa poitrine avec force. Pendant la première semaine, nous avons à peine communiqué. Il continuait d'utiliser le papier et le crayon. Tous les jours à 7 heures du matin, il se levait ponctuellement et balayait seul la cour des feuilles mortes. En mangeant, il s'asseyait toujours à l'extrémité opposée de la grande table en chêne, attendant que je prenne une bouchée avant de commencer à manger, la tête baissée. Si le personnel de nettoyage élevait la voix, il se tendait de manière évidente. La nuit, c'était bien pire. Au petit matin du 3e jour, le bruit de verre brisé au rez-de-chaussée me réveilla. Je descendis en courant. Gabriel était accroupi sur le sol du salon, pieds nus, entouré des éclats d'un verre d'eau. Il était pâle comme la cire, le front perlé de sueur froide, comme s'il venait d'échapper à un abîme dans ses cauchemars. Une servante tenta de s'approcher pour l'aider, mais il se recroquevilla violemment contre le mur, se couvrant la tête avec ses bras, tremblant de la tête aux pieds. Je fis sortir tout le monde du salon et ne laissai allumer qu'une lampe à lumière chaude. Je ne m'approchai pas. Je m'assis par terre à environ 2 mètres de lui. Personne ne va te frapper ici. Gabriel ne réagit pas. Son regard était vide. Sa respiration était un chaos. Je gardai une voix douce et sereine, lui narrant les faits de son environnement un par un. Il est 2h13 du matin. Nous sommes dans le salon du pavillon ouest. La porte est fermée à clé. Il n'y a personne de l'autre côté de la fenêtre. Puis je posai mes mains sur mes genoux où il pouvait les voir clairement. Je ne vais pas te toucher. Quand tu te sentiras en sécurité, tu pourras te lever toi-même. Il fallut beaucoup de temps avant que la poitrine de Gabriel ne cesse de se soulever.
Il leva les yeux vers moi, plein de vulnérabilité et de méfiance. Je ne lui demandais pas ce dont il avait rêvé ni n'eus pitié de lui. Quand je vis qu'il pouvait se tenir debout, je lui passai des pantoufles et me baissai pour ramasser les éclats de verre. Mais Gabriel fut plus rapide. Il me saisit le poignet, secoua la tête, montra les éclats puis lui-même. Il voulait dire que c'était lui qui les avait cassés et que c'était à lui de nettoyer. Je lui tendis la balayette et la pelle. À partir de cette nuit-là, sa barrière défensive avec moi commença à céder. Nous avons placé un carnet de notes partagé au centre de la table de la salle à manger. Tout ce que nous avions besoin de communiquer, nous l'écrivions là. Je lui notais à quelle heure j'irais au siège de l'entreprise, à quelle heure je reviendrais ou s'il ne devait pas m'attendre pour dîner. Gabriel, de son côté, notait à l'avance les choses qui manquaient dans le garde-manger ou me rappelait si la météo à Paris annonçait de la pluie. Son écriture devenait de plus en plus ferme et ses phrases plus longues. Un soir, après avoir examiné des contrats du groupe Dubois, je vis une nouvelle ligne dans le carnet de notes. Ne signe aucune procuration que les de la Roche t'envoient. Je suis resté à regarder cette phrase pendant un long moment. Le lendemain, comme prévu, l'avocat de la corporation de la Roche est apparu. Les documents qu'il a apportés sous le couvert de planification patrimoniale post-nuptiale comprenaient la fameuse clause de tutelle spéciale. Si je signais, j'acceptais légalement que Gabriel était incapable de gérer ses propres biens et je cédais les droits de disposition à un comité fiduciaire des de la Roche. Le président de ce comité n'était autre qu'Alexandre. J'ai déchiré les papiers devant l'avocat. L'homme, furieux, m'a averti de ne pas perturber l'ordre interne de la famille. Gabriel a observé toute la scène en silence depuis le haut de l'escalier. Quand l'avocat est parti, Gabriel est descendu, est entré dans le bureau et a sorti des pages de son carnet noir un document jauni. C'était une copie du mémorandum de distribution d'actions laissé par le défunt grand-père de la Roche. Légalement, Gabriel possédait 26% des actions de la corporation de la Roche. 18% étaient sous la gestion d'une fiducie et les 8% restants devaient être débloqués automatiquement à ses 25 ans. Mais il y a 2 ans, prétextant une déficience mentale et une incapacité à la vie autonome, la famille de la Roche a demandé à un juge de prolonger l'administration fiduciaire indéfiniment. Le dossier judiciaire comprenait un rapport médical affirmant que les capacités cognitives de Gabriel correspondaient à celles d'un enfant de 8 ans. J'ai fini de lire les documents et j'ai regardé l'homme qui me servait silencieusement une tasse de thé. J'ai senti un frisson dans mes veines. Un homme qui lisait des manuels complexes de conception industrielle, qui comprenait le piège d'un contrat fiduciaire et qui m'alertait pour me protéger, évalué comme un enfant de 8 ans. Je lui ai demandé s'il serait prêt à se soumettre à une nouvelle évaluation psychiatrique indépendante. La main de Gabriel s'est arrêtée au-dessus de la théière. La terreur a brillé dans ses yeux. Je ne l'ai pas pressé. Je lui ai rendu le pouvoir de choisir. Tu peux refuser, lui ai-je dit en faisant glisser les papiers vers lui. Peu importe ce que tu décides, je ne laisserai jamais personne te prendre ce qui t'appartient. Gabriel m'a regardé longuement, puis a écrit dans le carnet, « Pourquoi me fais-tu confiance ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Le vent secouait le lierre contre les fenêtres, projetant des ombres tremblantes. J'ai pensé à l'incendie d'il y a 8 ans, à la cicatrice sur sa main et à son dos large, me protégeant des paparazzis devant la mairie. Parce que tu ne m'as jamais fait de mal. J'ai fait une pause et j'ai ajouté, la valeur d'une personne ne se définit pas par ce que les autres disent d'elle. Gabriel baissa les yeux. Une larme solitaire tomba sur le papier, estompant l'encre des lettres. Il s'empressa de l'essuyer avec le dos de sa main comme s'il craignait que je la voie, mais à partir de ce jour, il accepta de collaborer avec les médecins et les évaluations. Le médecin principal, le professeur Château, était un éminent professeur de psychologie que ma défunte mère avait soutenu à ses débuts. Après un mois de tests exhaustifs, le professeur Château fut catégorique. Gabriel n'avait aucun type de handicap intellectuel. En fait, sa mémoire, sa capacité de logique et sa vision spatiale étaient bien au-dessus de la moyenne. Son vrai problème était un trouble de stress post-traumatique, TSPT, sévère et un mutisme sélectif. À l'âge de 12 ans, Gabriel avait subi un accident de la route brutal. Sa mère biologique était morte sur le coup.
Il était resté piégé dans la voiture détruite à côté du cadavre pendant 2 heures. En étant secouru, il répétait hystériquement que le chauffeur avait volontairement tourné le volant vers le ravin et que juste avant le choc, le conducteur avait parlé au téléphone avec Carmen Valois. Personne ne l'a cru. À l'époque, Carmen Valois n'était mariée au père de Gabriel que depuis 1 an. Elle pleura de manière inconsolable, affirmant que l'enfant, traumatisé, disait des folies. Le patriarche de La Roche crut sa nouvelle épouse. Alexandre, qui était alors adolescent, témoigna également en faveur de sa mère. Après cela, Gabriel commença à perdre la parole. Moins il parlait, plus la famille était convaincue qu'il était devenu fou. Les psychiatres payés par les de La Roche augmentèrent considérablement les sédatifs et les antipsychotiques, le maintenant dans un état chronique de léthargie. Au fil des ans, toute l'élite parisienne a intériorisé que le fils cadet des de La Roche était un idiot sans remède. En voyant l'historique de la médication, le professeur Château pâlit d'indignation. Il y avait des médicaments qui n'auraient jamais dû être prescrits de manière prolongée. Plus suspect encore, entre 18 et 24 ans, les rapports privés montraient une nette amélioration cognitive, mais juste l'année avant que Gabriel ne puisse réclamer son paquet d'actions de 8%, les rapports ont magiquement changé pour une déficience profonde. Quelqu'un avait orchestré sa mort civile pour lui voler son héritage. J'ai remis toutes ces preuves à mon équipe juridique de confiance et j'ai engagé des enquêteurs privés pour enquêter sur cet accident de la route d'il y a 15 ans. Cela devait se faire en secret. Si les de La Roche soupçonnaient quelque chose, ils détruiraient toute preuve restante. Pendant ce temps, la situation du groupe Dubois s'aggravait considérablement. Alexandre n'avait pas abandonné son plan d'absorption simplement parce que j'avais accepté d'épouser son frère. Au cours de notre 2e mois de mariage, le méga-projet immobilier du sud de Paris a subi une interruption massive des approvisionnements. 3 de nos plus grands fournisseurs d'acier et de matériaux ont rompu leur contrat à l'unisson, exigeant une hausse astronomique des prix. Mon oncle Fernand, lors du conseil d'administration, a proposé de nous agenouiller devant la corporation de La Roche. Il a affirmé qu'Alexandre était prêt à injecter 200 millions d'euros de liquidités immédiates, en échange de quoi le groupe Dubois mettrait en garantie notre centre de distribution technologique et la marque commerciale principale. Cela ressemblait à un sauvetage, mais en réalité, c'était livrer la jugulaire de notre entreprise à Alexandre. J'ai rejeté la proposition catégoriquement. Fernand a explosé de fureur devant tout le monde, m'accusant de mettre l'entreprise en danger pour mes caprices de femme déçue. Plusieurs directeurs chevronnés ont commencé à douter. Ils ne savaient pas que le boycott des fournisseurs avait été orchestré dans l'ombre par Alexandre lui-même. Ils ne voyaient que nous perdions des millions chaque jour. Mon père venait de sortir de l'hôpital et ne pouvait pas supporter ce niveau de stress. J'ai donc caché la gravité de la situation. Pendant ces semaines, je dormais 3 heures par jour. J'ai parcouru chaque zone industrielle de Paris et du centre Val-de-Loire à la recherche de fournisseurs alternatifs. Réunion le jour, révision de contrat la nuit. Quand je rentrais au pavillon Ouest, il était souvent plus de 2 heures du matin. Gabriel ne me demandait jamais où j'allais, mais peu importe l'heure, il y avait toujours une lumière allumée dans le salon, une assiette de soupe chaude sur la table et une note me rappelant que mes vitamines étaient dans le 2e tiroir. Une nuit, je me suis endormie sur le bureau du pavillon Ouest. En me réveillant, quelqu'un m'avait couverte d'une couverture. À côté de mon ordinateur portable, il y avait une analyse complexe de la chaîne d'approvisionnement et des matrices de risque que je n'avais pas imprimées. Au début, j'ai pensé que mon assistante Lucie l'avait laissée là, mais en analysant les données, j'ai eu le souffle coupé. Le tableau ne cartographiait pas seulement toutes les connexions cachées des fournisseurs rebelles avec les filiales des de La Roche, mais il appliquait des algorithmes pour évaluer la distance logistique, la capacité de production et la dépréciation des machines. Produisant une liste finale de cette usine de taille moyenne qui pourrait combler le déficit. L'une d'elles se distinguait, Manufacture Horizon. Elle était petite, mais possédait des machines allemandes de dernière génération. Elle était en crise uniquement parce que son fondateur était décédé récemment. J'ai suivi l'adresse jusqu'à une zone industrielle de Saint-Denis et j'ai rencontré les héritiers. La qualité d'Horizon était exceptionnelle, son prix 12% inférieur à celui de nos anciens fournisseurs, et ils étaient désespérés de signer un contrat à long terme.
Cette petite usine a résolu la pire crise existentielle du groupe Dubois en quelques jours. En rentrant à la maison, j'ai posé le tableau d'analyse devant Gabriel. Il taillait des rosiers dans la cour. En voyant le papier, il est resté rigide et a évité mon regard. « C'est toi ?» lui ai-je demandé. Gabriel est resté silencieux un long moment avant d'acquiescer lentement. « Où as-tu appris à faire des analyses d'algorithmes de distribution logistique ?» Il a posé les sécateurs, est entré dans la maison et est redescendu avec le carnet noir. Cette fois, il me l'a tendu volontairement. En l'ouvrant, je n'ai pas vu de dessin d'enfant. C'étaient des schémas structurels hyper complexes d'ingénierie industrielle, des brevets de machines domotiques et des algorithmes de systèmes de tri intelligents. Les marges étaient saturées de formules mathématiques avancées. Collé à l'une des pages, il y avait une coupure de journal d'il y a 5 ans sur un prestigieux concours international pour jeunes ingénieurs à Berlin. Le projet gagnant s'appelait « La Ruche ». L'auteur n'apparaissait que sous le pseudonyme Gr. Gabriel Delaroche. J'ai continué à tourner les pages. Les conceptions évoluaient. L'une d'elles, un système de tri robotisé à faible coût, était identique à celui utilisé actuellement par les grandes entreprises de livraison de colis en Europe. Mais le brevet de ce système n'était pas au nom de Gabriel, mais d'une société appelée Technologie Bleu Profond. Le PDG et actionnaire majoritaire de Technologie Bleu Profond était Alexandre Delaroche. Soudain, tout s'est éclairci. J'ai compris pourquoi Alexandre traitait son frère d'idiot à tout vent, mais ne lui permettait jamais de s'éloigner du contrôle de la famille Delaroche. Pendant des années, il ne lui avait pas seulement volé ses actions, mais tout son talent brillant, chaque brevet et innovation que Gabriel créait dans l'ombre. Alexandre se l'était approprié comme si c'était le sien, cimentant son image de génie visionnaire des affaires. Dans le carnet, Gabriel m'a écrit qu'à 16 ans, il avait commencé à redessiner de manière autodidacte les systèmes de stockage de la corporation pour passer le temps. Au début, son père lui avait promis que si cela fonctionnait, il lui ouvrirait un laboratoire. Mais lorsque le premier brevet a été approuvé, le nom sur le registre était celui d'Alexandre. Quand Gabriel a essayé de protester, le remède a été une dose plus élevée de sédatifs et l'enfermement. Ils lui ont confisqué son ordinateur et ne lui ont laissé qu'un équipement obsolète sans connexion Internet. Pour continuer à inventer, il a dû cacher ses plans dans ce carnet de croquis. J'ai fermé le carnet. J'avais l'impression qu'un rocher m'écrasait la poitrine. L'homme qui se tenait devant moi aurait pu avoir une vie légendaire. Il ne manquait pas de talent. Son talent était si immensément précieux que les vautours autour de lui voulaient le dévorer sans reconnaître son existence. Ce soir-là, pour la première fois, je lui ai demandé de s'asseoir à côté de moi pendant le dîner. J'ai enlevé le carnet qui nous séparait au centre de la table. Je lui ai servi une assiette et l'ai regardé fixement. Je vais fonder une nouvelle entreprise technologique spécialisée dans la domotique et les systèmes de stockage intelligents. Le groupe Dubois fournira la force de production et les canaux de vente. Si tu es d'accord, tu seras le concepteur en chef sous ton vrai nom. La main de Gabriel s'est arrêtée au-dessus de son assiette. Après quelques minutes éternelles, il a sorti son téléphone portable et a tapé une phrase pour me la montrer. Si les gens savent que c'est moi, personne n'achètera. J'ai dégluti en essayant de garder ma voix stable. Le marché décide si un produit est bon, Gabriel. S'ils ne croient pas en toi à cause d'une poignée de rumeurs, c'est leur problème, pas ta faute. Gabriel a baissé les yeux, a recommencé à taper avec des mains tremblantes. Je te ferai honte. Je me suis mise en colère. Pas contre lui, mais contre la famille Delaroche. Combien d'années de torture psychologique systématique fallait-il pour convaincre l'un des esprits les plus brillants du pays que sa simple existence était une honte pour les autres? Je lui ai pris le téléphone des mains et l'ai obligé à me regarder. Écoute-moi bien, Gabriel Delaroche, lui ai-je dit en articulant chaque syllabe. Être marié avec toi n'a jamais été ma honte. Ceux qui devraient l'avoir honte sont les parasites qui ont volé le fruit de ton cerveau tout en te piétinant dans la boue. Les yeux de Gabriel se sont remplis de larmes. Cette fois, il n'a pas détourné le regard. 3 jours plus tard, nous avons officiellement enregistré Technologie SIL GAB. Le nom unissait la première syllabe de mon nom et la sienne.
Le jour où on nous a remis les statuts notariés, Gabriel est resté à regarder le papier avec son nom imprimé comme cofondateur pendant près d'une demi-heure. Dans la voiture, sur le chemin du retour, pour la première fois, il ne s'est pas assis collé à la porte opposée, mais à quelques centimètres de moi. Les débuts de CILGAB ont déclenché toutes les alarmes. Alexandre n'a pas tardé à la prendre. Il a supposé avec son arrogance habituelle que j'utilisais Gabriel comme un pion pour me venger de lui. Il s'est présenté personnellement au pavillon ouest, exigeant que j'annule le projet. Gabriel était à l'étage en train de dessiner. Je ne l'ai pas laissé descendre. Alexandre s'est assis sur mon canapé en cuir, conservant sa façade habituelle de gentleman impeccable. Il m'a d'abord averti paternellement des dangers pour une femme d'entreprendre seule, puis m'a offert de rétablir les approvisionnements du groupe Dubois en échange de la fermeture de CILGAB. Son ton était chaleureux et condescendant, presque identique à celui du fiancé qui a fait semblant de prendre soin de moi pendant des années. J'ai ressenti du dégoût. Comment avais-je pu être aveugle à cette ambition dévorante pendant 5 ans? Dis-moi, Alexandre, l'ai-je interrompu. Les 17 brevets principaux de ton entreprise, Technologie Bleu Profond, qui les a réellement conçus? Le visage d'Alexandre s'est tendu une fraction de seconde, mais il l'a nié avec aisance. Il a affirmé que tout était l'œuvre de l'équipe RDD de La Roche et que les gribouillages enfantins de Gabriel ne faisaient pas de lui un ingénieur. Sa voix est devenue méprisante. Sylvie, tu ne connais pas mon frère? Il est instable. Il ne peut pas lasser ses chaussures sans aide, encore moins concevoir un système logistique. Si tu l'exposes au public, tu ne réussiras qu'à lui faire subir une autre crise psychotique. Je n'ai pas discuté avec lui. J'ai pris la télécommande et j'ai allumé le projecteur du salon. Sur le mur est apparue une vidéo d'il y a 7 ans. On y voyait un Gabriel adolescent, devant un tableau blanc rempli de diagrammes, expliquant la logique structurelle du système, la ruche. Il parlait lentement, hésitant un peu, mais l'architecture technique qu'il décrivait était impeccable. La date d'enregistrement dans le coin inférieur prouvait que la vidéo avait été réalisée 1 an avant même que Technologie Bleu Profond n'existe. Alexandre s'est levé d'un bond. « D'où as-tu sorti ça ?» a-t-il sifflé. Je n'ai pas répondu. La vidéo m'avait été fournie en secret par un ancien ingénieur des de La Roche qui avait participé aux premières phases du vol, rongé par la culpabilité. Nous avions déjà le témoignage, les croquis originaux et la trace numérique, mais ce n'était pas encore le moment de porter le coup final. Avant de partir, Alexandre a regardé vers l'escalier. Ses yeux étaient de glace pure. Le masque du gentleman était complètement tombé. Tu vas le regretter, Sylvie. Sur ce, il est parti en claquant la porte avec ses gardes du corps. Quand le silence est revenu dans le salon, Gabriel est descendu. Il avait tout entendu. Dans sa main, il serrait un cutter de designer. La lame était rétractée, mais il serrait le manche en aluminium avec une telle force qu'il avait une marque rouge profonde dans la paume. Je me suis approché et lui ai demandé de lâcher le cutter. Il n'a pas bougé. Alors j'ai enveloppé ses doigts rigides avec mes mains, un par un, jusqu'à lui retirer l'outil. Tu n'as pas besoin de me protéger, lui ai-je dit en essuyant la sueur froide de sa main. Je ne suis plus la petite fille piégée dans le feu il y a 8 ans, attendant qu'on la sauve. En entendant, il y a 8 ans, Gabriel a levé brusquement la tête. J'ai touché sa cicatrice. C'est toi qui m'as sauvé dans cet incendie en Touraine, n'est-ce pas? Gabriel a pâli. Il semblait vouloir nier, mais il a fermé les yeux, avec une lenteur agonisante, a acquiescé. Cet après-midi-là, il m'a écrit toute l'histoire. Pendant la fête des Dubois, un court-circuit dans les cuisines a incendié le vieux manoir de Touraine. J'étais piégé dans la bibliothèque du 2e étage. Gabriel m'a trouvé, a défoncé la porte et m'a sorti à travers les flammes, mais il a inhalé tellement de fumée toxique que cela a temporairement détruit ses cordes vocales, le laissant hospitalisé sans pouvoir parler. Alexandre est arrivé peu après. En me voyant inconsciente dans le jardin, il s'est simplement attribué le mérite. Quand Gabriel s'est remis et a essayé de dire la vérité, Carmen Valois l'a enfermé. Elle l'a menacé que s'il disait un mot, il dirait qu'il était fou et l'enfermerait dans un sanatorium pour toujours. Mes yeux se sont remplis de larmes.
Alexandre avait utilisé un héroïsme factice pour gagner la faveur de mon père et mon cœur. En revanche, Gabriel ne m'avait jamais rien demandé, pas même lorsqu'ils l'ont utilisé comme monnaie d'échange la nuit du mariage. J'ai levé les yeux et j'ai vu Gabriel me regarder avec une panique pure, certain que je me mettrais en colère contre lui pour ne pas avoir parlé. J'ai effleuré la brûlure sur sa main. Ça t'a fait très mal? Ses cils ont tremblé. Quelques secondes éternelles ont passé avant que j'entende une voix rauque, éraillée, comme le frottement de deux pierres usées. Pas mal. Je suis restée pétrifiée. C'étaient ses premiers vrais mots depuis notre mariage. Il semblait lui-même terrifié par le son de sa propre voix et a fait un pas en arrière. J'ai gardé mon calme pour ne pas l'effrayer. J'ai hoché la tête comme si c'était la chose la plus normale du monde et j'ai contenu le nœud dans ma gorge. À partir de maintenant, si quelque chose te fait mal, tu peux me le dire. À partir de ce jour, Gabriel a commencé à faire des efforts pour parler. Au début, c'était des mots isolés. Oh. Attention. Bonjour. Prononcer chaque syllabe demandait un effort titanesque et s'il devenait nerveux, il redevenait muet. Je ne l'ai jamais pressé. Devant les autres, je lui permettais d'utiliser son téléphone ou du papier pour communiquer. Être différent ne signifiait pas être inférieur. Le premier produit phare de technologie SIL-GAB fut un module d'entrepôt intelligent destiné aux PME. Les systèmes traditionnels étaient très chers, mais Gabriel a réécrit l'architecture du logiciel, réduisant les coûts d'installation de moitié. Manufacture Horizon a été notre premier client pilote. En 3 mois, leurs erreurs logistiques ont chuté de 70% et les coûts de personnel de 30%. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'industrie française et les contrats ont commencé à pleuvoir. Gabriel évitait toujours la presse, mais il a commencé à assister aux réunions techniques par visioconférence. Je m'assurais toujours qu'il sache qu'il pouvait éteindre la caméra quand il le voulait et j'ai interdit au personnel de le déranger dans sa vie privée. Au début, les ingénieurs de SIL-GAB ressentaient une curiosité morbide pour le légendaire frère d'Alexandre. Mais quand ils l'ont vu détecter une faille structurelle dans les plans en quelques secondes ou rester 14 heures d'affilée à coder pour sauver un déploiement sur une ligne de production, la curiosité s'est transformée en un respect sacré. Personne ne l'appelait plus l'idiot des Delaroche. Il l'appelait Monsieur Gabriel ou l'architecte. Un jour, en entendant un directeur l'appeler Monsieur Gabriel au téléphone, il s'est arrêté devant la baie vitrée du bureau. Quelque chose ne va pas? Lui ai-je demandé. Il a baissé la tête, les oreilles teintées de rouge, et a murmuré très bas. Ça sonne bien. J'ai dû cligner des yeux rapidement pour ne pas pleurer. Sa vie, la vie qu'on lui avait volée, revenait enfin entre ses mains. 6 mois plus tard, nous avons clôturé une gigantesque levée de fonds. Le principal fonds de capital risque européen a posé une condition. Il voulait que le créateur de l'algorithme, Gabriel Delaroche, soit physiquement présent à la conférence de presse de lancement. Gabriel n'a pas répondu immédiatement. Une conférence de presse impliquait des dizaines de caméras en direct et une exposition au regard de tout le pays. Cela signifiait que les Delaroche ne pourraient plus cacher la vérité. Cette nuit-là, il s'est assis seul dans le jardin sous les étoiles. Je n'ai pas insisté. Je lui ai juste laissé une tasse de thé chaud. Vers l'aube, il a glissé une note sous la porte de ma chambre. Je veux essayer. Le jour de la conférence, à l'auditorium du Palais des Congrès de Paris, Alexandre est apparu. Il était au premier rang en tant que représentant de la corporation Delaroche. À ses côtés, Sophie portait une robe de maternité de haute couture, enceinte de 7 mois, caressant son ventre avec arrogance pour rappeler à tout le monde qui avait gagné la guerre. Curieusement, Alexandre ne s'était toujours pas marié légalement avec elle. J'ai su par des contacts que le conseil d'administration des Delaroche s'y était opposé. Si Alexandre épousait sa maîtresse, il admettait publiquement avoir orchestré une infidélité d'entreprise, effondrant l'éthique de la marque. De plus, il n'avait pas obtenu ma signature pour la tutelle de Gabriel. Les avocats des Delaroche étaient paralysés. Sophie n'était qu'une incubatrice VIP sans bague. Dans les coulisses, Gabriel faisait une crise de panique. Il manquait d'air,
pâle, incapable de tenir le microphone. Le bruit des flashs et de la foule à l'extérieur le catapultait vers le traumatisme de son enfermement, entouré de faux médecins et de membres de sa famille cruelle. Le régisseur de l'événement a passé la tête pour demander si nous devions annuler. J'ai fait sortir tout le monde de la loge. Je me suis tenu devant lui sans envahir son espace. Gabriel, tu n'es pas obligé de sortir. Il a levé des yeux injectés de sang. Ce n'est pas un examen. Personne n'a le droit de t'exiger de prouver ta valeur. Le produit est déjà un succès. Et le fait que tu traverses ou non cette porte ne changera rien au génie que tu es. Sa respiration a commencé à ralentir. Il a regardé vers la porte, puis vers moi. Après quelques instants angoissants, il a levé la main vers moi. C'était la première fois qu'il initiait un contact physique. J'ai pris sa main, elle était glaciale, mais ses doigts se sont entrelacés avec les miens avec une force inébranlable. Quelques minutes plus tard, les portes doubles de la scène se sont ouvertes. Nous sommes sortis ensemble. Le murmure dans l'auditorium a explosé. Tout le monde connaissait les rumeurs sur « l'idiot » de la famille de la Roche. Les caméras ont pivoté frénétiquement de nous vers Alexandre au premier rang. Le présentateur a donné la parole à Gabriel. Le silence dans l'immense salle était absolu. Je suis restée à 2 pas de lui, prête à tout interrompre s'il en avait besoin. Gabriel a regardé le diagramme structurel sur l'écran LED géant et a finalement approché le microphone de ses lèvres. La conception originale de ce système a été achevée il y a 7 ans. Son rythme était posé, mais sa diction était cristalline, remplissant chaque recoin de l'auditorium. Sur l'écran derrière lui est apparu le schéma original scanné de son vieux carnet noir. La date dans le coin prouvait qu'il était antérieur au brevet de technologie bleu profond d'1 an et demi. Le public a retenu son souffle. Gabriel a continué. Les 2 systèmes partagent le même noyau algorithmique. En fait, ils conservent une anomalie intentionnelle, un code résiduel inactif qui agit comme ma signature numérique. Si vous comparez les métadonnées des serveurs de technologie bleu profond, vous trouverez cette même signature. C'est ma conception. Les journalistes sont devenus fous, tournant leurs objectifs vers Alexandre, qui avait le visage décomposé. Il s'est levé brusquement, criant que c'était une campagne de diffamation d'entreprise. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher de la scène, notre équipe juridique est entrée par la porte latérale, distribuant des communiqués. Nous avions déposé une plainte pénale contre Alexandre de la Roche et Technologie Bleu Profond pour vol de propriété industrielle, fraude et usurpation continue. En même temps, l'Ordre national des psychiatres a publié les conclusions de l'expertise judiciaire. Gabriel de la Roche était en pleine possession de ses facultés mentales et cognitives. Les évaluations psychiatriques des 10 dernières années présentées par la famille de la Roche étaient un montage, un délit continu de faux et usage de faux. Les actions de la corporation de la Roche se sont effondrées en bourse avant même la fin de l'événement. La nouvelle a paralysé l'élite financière de Paris, et le plus terrifiant pour eux ne faisait que commencer. Nos avocats ont déposé la demande de Gabriel pour révoquer la fiducie et récupérer le contrôle absolu de ses 26% d'actions. En quittant le palais des congrès par la sortie arrière vers le parking, Gabriel s'est arrêté net. Il a regardé nos mains qui étaient toujours entrelacées et le rougissement lui est monté jusqu'au cou. Quand j'ai voulu le lâcher, il a resserré sa prise, refusant de me laisser partir. « Merci », a-t-il murmuré d'une voix un peu rauque. Je l'ai regardé et j'ai souri. « Vous avez été impeccable aujourd'hui, architecte. » En entendant « architecte », le coin de ses lèvres s'est timidement relevé. C'était la première fois que je le voyais vraiment sourire. Un sourire pur, net, sans une once de servilité. Le processus judiciaire a été une boucherie. Les de la Roche ont tenté de soudoyer des juges et de présenter de vieux dossiers, mais nos enquêteurs ont découvert des transferts internationaux de 5 millions d'euros vers les comptes des psychiatres corrompus, triangulés depuis les sociétés écrans de Carmen Valois. Simultanément, le détective que nous avions mis sur l'affaire de l'accident de voiture a localisé l'ancien mécanicien de la famille à Lisbonne. Apprenant que la cour d'appel avait rouvert l'affaire, le mécanicien a accepté de témoigner en échange d'une protection. Il a avoué qu'il y a 15 ans,
un parent direct de Carmen Valois l'avait payé pour saboter les freins du véhicule dans lequel voyageaient Gabriel et sa mère biologique. Lorsque l'unité des délits économiques de la police nationale a remis le rapport judiciaire, l'empire de la Roche s'est effondré depuis ses fondations. Carmen Valois n'a pas tenté de se rendre. Elle a retiré de l'argent liquide et a couru à l'aéroport Charles de Gaulle pour s'échapper en Suisse, mais elle a été interceptée dans la zone d'embarquement. Le patriarche des de la Roche a appris par la télévision que l'épouse avec qui il était marié depuis 20 ans avait fait assassiner sa première femme et tenté de tuer son fils. Le plus ironique était que lui-même, en ignorant les supplications du Gabriel de 12 ans, avait livré son propre fils au bourreau. Le vieux de la Roche est venu au pavillon ouest, ayant l'air d'avoir vieilli de 15 ans en une nuit. Il est resté 2 heures devant la porte sous la pluie, suppliant de voir Gabriel. Gabriel s'est assis dans le bureau, a légèrement écarté le rideau, l'a regardé une seconde et l'a refermé. Il n'est pas sorti. Avant de partir, le vieil homme a laissé une longue lettre de repentir. Gabriel ne l'a jamais ouverte, il l'a jetée directement au fond d'un tiroir. Je ne lui ai jamais conseillé de pardonner. La société adore exiger des victimes qu'elles embrassent leur agresseur et tournent la page une fois la vérité révélée, mais des excuses tardives n'effacent pas 15 ans de sédatifs, de torture psychologique et d'humiliation publique. Le pardon est un luxe que seule la victime a le droit d'accorder. Et Gabriel avait tout le droit du monde de le haïr jusqu'à la fin de ses jours. Du côté de ma famille, mon oncle Fernand, voyant la chute des de la Roche, a paniqué et a tenté d'effacer les traces du détournement des 900 millions d'euros qu'il avait pillés du groupe Dubois. Ma directrice financière l'a dénoncé. Le jour où nous avons convoqué le conseil d'administration pour le révoquer, la police nationale est apparue avec les relevés de virements bancaires imprimés. Fernand, pendant qu'on lui passait les menottes, m'a crié « Comment peux-tu mettre ton propre sang en prison pour de l'argent ?» Je l'ai regardé avec un froid glacial dans les veines. Précisément parce que tu es de mon sang, il est encore plus impardonnable que tu aies détruit l'héritage de mon père pour payer tes luxes. Après avoir purgé le groupe Dubois, mon père m'a officiellement cédé la présidence exécutive. J'ai fusionné une partie des chaînes de montage avec Technologie SIL-GAB, assurant des contrats en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. En seulement 10 mois, la valorisation de notre entreprise a été multipliée par 10. Alexandre, au contraire, a été révoqué de manière foudroyante par le conseil d'administration de la Corporation de la Roche. En perdant les brevets frauduleux de Technologie Bleu Profond et en ruinant la réputation de l'entreprise, les actionnaires l'ont sacrifié. Le coup de grâce a été donné par Gabriel qui, en récupérant ses 26% d'actions, a convoqué les actionnaires minoritaires et a voté en faveur de l'expulsion de son frère de la présidence. Alexandre, le génie visionnaire qui s'était élevé en piétinant le cerveau de son frère, tombait à cause du même projet qu'il avait volé. Pour couronner le spectacle, Sophie a accouché. L'analyse ADN exigée par le clan de la Roche a déterminé qu'Alexandre n'était pas le père. Le vrai père était un ingénieur junior de Technologie Bleu Profond. Sophie savait depuis le début que les conceptions d'Alexandre étaient volées et que le navire coulerait. S'approcher d'Alexandre était un pari pour tomber enceinte d'un héritier millionnaire, extorquer la famille avant que la bulle n'éclate, mais même elle n'était pas sûre de qui l'avait mise enceinte. Alexandre a détruit la chambre de l'hôpital américain de Paris en l'apprenant. Il avait absolument tout perdu. Son honneur, son empire, sa fiancée et maintenant sa fierté. Et ce n'était pas le karma, c'était l'accumulation précise de chaque choix avare, traître et égoïste qu'il avait fait. Exactement 1 an moins 1 jour après la signature de notre mariage civil, SIL-GAB a organisé un gala d'anniversaire. Le lieu choisi était le même hôtel de luxe du centre de Paris où, l'année précédente, Alexandre m'avait humilié devant nos 2 familles. Maintenant, les emblèmes de SIL-GAB ornaient l'entrée en marbre. Gabriel était présent en tant que fondateur principal, vêtu d'un costume de gala noir croisé Armani que je lui avais personnellement choisi, les cheveux courts et le dos droit, sa taille imposante et son regard serein éclipsaient n'importe qui dans la salle. Quand nous sommes descendus de la limousine, les photographes sont devenus fous. Personne ne l'appelait plus le « frère idiot ». Les journalistes se bousculaient pour interroger Monsieur de la Roche sur l'expansion à Wall Street et les litiges de brevets. Il répondait aux questions techniques d'une voix calme, renvoyant les questions juridiques aux avocats. À l'intérieur du salon,
les mêmes personnes qui, il y a un an, se moquaient de nous en cachette, faisaient maintenant la queue pour trinquer. Certains magnats, avec une fausse assurance, me disaient que j'avais eu une intuition magistrale et que j'avais misé sur le bon cheval. Je souriais simplement sans accepter leurs compliments bon marché. Je n'ai pas choisi Gabriel parce que je savais qu'il était un génie caché. Même s'il s'était avéré muet à vie, même s'il n'avait jamais dessiné un algorithme brillant, et même si notre entreprise avait échoué, il n'aurait jamais mérité d'être traité comme un déchet par la famille de la Roche. Le respect humain ne doit pas être conditionné au zéro que quelqu'un peut générer sur un compte bancaire. Au milieu de l'événement, le directeur de l'hôtel s'est approché de moi, visiblement nerveux. Il m'a informé qu'Alexandre de la Roche était debout sous la pluie depuis 2 heures à la porte du personnel, exigeant de me voir. Mon premier instinct a été d'envoyer la sécurité le chasser, mais Gabriel s'est arrêté à côté de moi. C'est toi qui décides. Sa voix était ferme, sans le bégaiement des premiers mois. J'ai réfléchi une seconde et je suis sorti. Il pleuvait à verse dans la rue latérale de l'hôtel. Alexandre était sous un petit auvent. Son costume trempé lui donnait un air misérable, loin de la figure majestueuse d'il y a 12 mois. Ses actifs gelés, accablé d'amendes millionnaires et sans Sophie à ses côtés, il n'était plus personne. En me voyant, il s'est approché, désespéré. Il a commencé à balbutier qu'il s'était trompé, que le stress et l'erreur d'une nuit avec Sophie l'avaient temporairement aveuglé, mais qu'il m'avait toujours aimé. Il a dit que si j'étais prête à lui pardonner et à divorcer de son frère, il ne m'en voudrait pas pour ce que j'avais fait à son entreprise, que nous pouvions repartir de zéro. J'ai failli éclater de rire. Même dans la misère la plus absolue, son ego continuait de croire que j'étais son plan de secours, qu'il avait le pouvoir de me pardonner, à moi. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Quand il a vu mon visage imperturbable, la panique réelle l'a assailli. Il s'est accroché à la manche de ma robe, désespéré. « Tu me détestes à ce point, Sylvie ? Je sais que tu me détestes. » J'ai retiré mon bras lentement. « Je ne te déteste plus, Alexandre. » Il a montré une lueur d'espoir malsaine. « Pour détester quelqu'un, il faut qu'il t'importe. Pour moi aujourd'hui, tu n'es rien de plus qu'un étranger qui a pris de mauvaises décisions. » Le visage d'Alexandre a perdu toute couleur. J'ai fait demi-tour vers l'hôtel. Derrière moi, j'ai entendu le clapotis de l'eau quand Alexandre est tombé à genoux dans une flaque, perdant la dernière goutte de dignité de l'héritier de la Roche, me suppliant à grands cris pour une chance, invoquant les années où il m'avait tenu compagnie après la mort de ma mère. Mais je savais que tout cela était un mensonge. Il avait construit nos fiançailles en volant l'héroïsme de son frère dans cet incendie. Il ne m'a jamais aimé. Il aimait ce que ma famille lui apportait. Et ce n'est que maintenant, en train de se noyer, qu'il appréciait la bouée de sauvetage. Je ne me suis pas retournée. En poussant les portes dorées vers le salon chaleureux, Gabriel m'attendait dans le couloir intérieur. Il ne m'avait pas espionnée. Il n'a pas posé de questions incertaines. Il a simplement pris une serviette douce en coton et a séché avec un soin extrême les gouttes de pluie sur mes épaules. « Tu as froid ? » a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. « Tu ne vas pas sortir le voir ? » lui a-t-il demandé, faisant référence à son frère. Gabriel a regardé vers les portes fermées et sa réponse a été glaciale et paisible à la fois. « Pas besoin. » Je lui ai pris la main et nous sommes retournés ensemble au banquet. Cette nuit-là, de retour au pavillon ouest, Gabriel et moi étions dans le salon, maintenant restauré, avec des rosiers blancs fleurissant aux fenêtres. Le carnet partagé était toujours sur la table. Nous ne l'utilisions presque plus, sauf pour nous laisser des mots affectueux quand je partais tôt. Cette nuit-là, j'ai ouvert le carnet et à l'intérieur, il y avait un contrat rédigé par ses avocats. C'était une modification du régime matrimonial. Gabriel renonçait volontairement à tout droit sur mes biens présents ou futurs. Il mettait 80% de ses gains en actions de SILGAB à mon nom et donnait le reste à une fondation caritative pour aider les mineurs victimes de faux diagnostics psychiatriques et de maltraitance intrafamiliale. À la fin du document, de sa propre main, il avait écrit « Il y a un an, tu m'as choisi parce que tu étais acculé et sans issue. Maintenant, tu n'as plus besoin du bouclier du mariage pour sauver ta famille,
ni ne crains les de la Roche. Si tu veux partir et être libre, je signerai les papiers du divorce immédiatement. J'ai senti un pincement au cœur. Tout ce temps, il pensait que j'étais restée à ses côtés uniquement par sens des responsabilités, attendant que le danger passe pour l'abandonner. J'ai pris les papiers et je suis entrée dans son bureau. Gabriel était en train de dessiner. En voyant le contrat dans mes mains, il s'est levé, effrayé. « Tu veux divorcer de moi ?» lui ai-je lancé. « Non. » L'urgence le fit bégayer de nouveau. « Je ne veux juste pas que tu te sentes piégé. » J'ai marché jusqu'à lui et j'ai jeté les papiers sur le bureau. « Tu crois vraiment qu'il y a un an, tu as été le seul à être choisi parce qu'il n'y avait pas d'autre option ? Cette nuit-là, dans ce restaurant parisien, tout le monde s'attendait à ce que je m'agenouille pour le bien des entreprises et que j'accepte l'humiliation d'Alexandre. Moi non plus, je n'avais pas d'issue. Tu as été la seule raison pour laquelle j'ai pu sortir de ce salon avec dignité. » Ses yeux se sont embués de larmes. J'ai continué. « Tu ne m'as jamais rien exigé. Tu laissais les lumières allumées quand j'arrivais tard du travail. Tu as respecté toutes mes décisions et au milieu de ton plus grand traumatisme psychologique, devant la presse, tu t'es mis devant pour me protéger. Avec toi, je ne suis pas piégée, Gabriel. Avec toi, je suis à la maison. » Le silence dans le bureau était profond. Les doigts de Gabriel tremblaient le long de son corps. D'une voix presque inaudible d'émotion, il a demandé, « Alors, tu restes ?» Je ne l'ai pas fait attendre plus longtemps. J'ai fait un pas en avant et j'ai entouré sa taille de mes bras. Gabriel est resté pétrifié, puis très lentement, ses bras robustes m'ont enveloppé. Son étreinte était incroyablement délicate, comme si j'étais faite du cristal le plus fin du monde. 6 mois plus tard, la matriarche Carmen Valois a été condamnée à 20 ans de prison ferme pour complot d'homicide et fraude. Le père d'Alexandre a été démis de toutes ses fonctions d'entreprise. Chaque anniversaire de la mort de la mère biologique de Gabriel, le vieil homme laissait des fleurs blanches sur sa tombe, mendiant le pardon au fantôme de son ex-femme et à son fils. Gabriel ne lui a jamais pardonné, mais il ne permettait pas non plus que le repentir pathétique de cet homme perturbe sa nouvelle vie. Lorsque la 3e génération de domotique logistique de SILGAB a été lancée, nous avons remporté un prix international à Munich. Lors du gala, le présentateur a demandé en anglais à Gabriel de la Roche qui était la personne la plus importante de sa carrière. Devant la presse mondiale et les titans de l'industrie, Gabriel a tenu le prix, a cherché mon visage dans la foule et, d'une voix sûre, bien que légèrement plus posée que la normale, a répondu « Mon épouse ». Elle a été la première personne de toute ma vie à s'arrêter pour me demander ce que je voulais, moi. L'auditorium a éclaté en applaudissements. En le voyant briller sous les projecteurs, j'ai su que je n'étais ni un remplacement ni un projet de charité. Il était un homme extraordinaire qui avait survécu à l'obscurité totale et qui n'avait eu besoin que d'une main ferme pour marcher par lui-même vers le soleil. Cette nuit-là, au lieu d'aller à la fête VIP, Gabriel m'a emmené dans une minuscule et ancienne chapelle en pierre dans les environs de Touraine. Il n'y avait ni fleurs extravagantes ni presse, seulement un vieux prêtre et la lumière dorée du crépuscule filtrant à travers les vitraux. Gabriel a sorti de sa poche une bague en diamant incroyablement simple et élégante. Il avait manifestement planifié cela depuis des semaines, mais ses mains transpiraient. Le premier mariage était un marché. Un piège tendu par eux, dit-il en me regardant fixement. Cette fois, je veux le demander moi-même. Sylvie Dubois, veux-tu te remarier avec moi ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Gabriel a serré les lèvres, la peur enfantine d'un garçon apparaissant dans ses yeux. J'ai levé ma main gauche, montrant l'alliance de la mairie, et j'ai souri avec malice. Mais, monsieur de la Roche, nous n'avons pas encore divorcé. Gabriel est resté bouche bée jusqu'à ce qu'il comprenne la blague. Ses oreilles sont devenues rouges comme des tomates. Je lui ai tendu ma main droite. Mais oui, je veux me remarier. Cette fois, personne ne m'oblige. Cette fois, c'est toi que je choisis. La bague a glissé sur mon doigt sous la lumière rougeâtre de la bosse. La taille était parfaite. Longtemps après, lorsque quelqu'un de la haute société parisienne nous demandait comment notre romance avait commencé, Gabriel les corrigeait toujours.
Il disait que cela n'avait pas commencé la nuit de notre mariage, ni le jour où nous avons fondé l'entreprise, ni même lors du tragique incendie d'il y a 8 ans. Il disait qu'il m'avait vraiment connu cette nuit-là, à 2 heures du matin, quand il avait cassé un verre de panique. Et alors que tout le monde le traitait comme un animal dangereux, je m'étais assise par terre à 2 mètres de lui et je lui avais dit qu'il pouvait se lever seul quand il se sentirait en sécurité. Et moi, je l'avais connu bien avant. Ce fut en découvrant qu'à 12 ans, enfermé et sous médicaments, il n'avait jamais abandonné, que malgré avoir subi les pires abus, il avait gardé un cœur bienveillant qui n'avait pas hésité à se jeter dans le feu pour sauver une inconnue. Il n'a jamais été faible. Conserver la lumière et ne pas devenir les monstres qui vous ont torturé est le plus grand acte de force brute qui existe. Les rosiers blancs du pavillon ouest fleurissent chaque année. Parfois, Gabriel fait encore des cauchemars. Quand il se réveille noyé de sueur froide, j'allume la petite lampe chaude, je répète la date et le lieu, et j'attends patiemment qu'il entrelace ses doigts avec les miens. Parfois, dans l'obscurité, il me demande si je n'ai jamais regretté de l'avoir choisi dans le salon du restaurant. Ma réponse est toujours la même. Non. La chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie a été de ne pas baisser la tête devant Alexandre et de me retourner pour te voir, toi. Alexandre a quitté Paris il y a longtemps. J'ai entendu dire qu'il a essayé de monter de petites start-up technologiques à Lyon et Marseille, mais sa réputation était tellement ensevelie dans la boue que personne n'a voulu le financer. Un rude jour d'hiver, il est réapparu devant les portes du pavillon ouest. J'étais enceinte de 5 mois. Gabriel était dans le jardin d'hiver, ponçant un petit berceau en chêne pour notre future fille. Le garde de sécurité a appelé à l'interphone pour avertir que le frère aîné était dehors. Gabriel a lâché le papier de verre, m'a regardé et a haussé un sourcil. Je n'ai rien dit, je lui ai juste passé un chiffon propre pour qu'il continue de polir le bois. Il a compris le message. L'homme a attendu toute la nuit sous la neige parisienne. Mais nous n'avons jamais ouvert les portes. À l'aube, la neige recouvrait le domaine. Alexandre était parti. Sur les marches en pierre de l'entrée, il n'avait laissé qu'une petite boîte en velours trempée par le dégel. À l'intérieur se trouvait mon ancienne bague de fiançailles. J'ai dit à la femme de chambre de la jeter à la poubelle avec les restes de taille. Il y a des choses que l'on peut racheter si on les perd. Mais il y a des personnes auxquelles, une fois qu'on les a trahies, on perd le droit absolu de s'approcher à vie. Gabriel s'est placé derrière moi, couvrant mes épaules d'un épais manteau de laine et m'enlaçant par la taille pour m'empêcher de glisser sur la glace du porche. À quelques mètres, le berceau fraîchement terminé brillait sous la pâle lumière hivernale, avec une petite rose blanche sculptée sur la tête de lit. Je me suis appuyée contre sa poitrine solide, écoutant le vent du nord agiter les arbres. À ce moment, j'ai enfin compris que la vengeance parfaite n'avait jamais été de me délecter en voyant le traître pleurer et supplier à genoux. La vengeance parfaite était qu'il puisse observer, depuis les ombres glaciales de la misère, comment la femme qu'il avait trahie et l'idiot qu'il avait piétiné vivaient une vie glorieuse, pleine de succès, de dignité et d'amour. Une vie à laquelle lui, peu importe combien il supplierait, n'aurait plus jamais accès. Et nous, enlacés devant la maison que nous avions construite, n'avions plus aucun besoin de regarder en arrière, car à l'intérieur de nos murs brûlait le feu le plus chaud de Paris. Et chaque pas en avant, depuis le jour où nous avons uni nos mains, c'est nous-mêmes qui l'avions choisi.